Aujourd'hui, pour continuer sur le sujet du langage sentencieux, nous allons interviewer Sonia Gómez Jordana Ferrari, professeure à l'Université Complutense de Madrid dans le département de philologie française. Elle a fait sa thèse au sujet de l'analyse linguistique des proverbes en français et en espagnol à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris et à l'Université Complutense de Madrid. En ce moment, elle continue à faire de la recherche sur ce sujet ainsi que sur les marqueurs du discours. Alors, bonjour Sonia. Bonjour, merci beaucoup Anna de votre présentation. Tout d'abord, on voudrait vous remercier aussi d'avoir accédé à faire cet entretien, évidemment. Merci à vous. Et quand vous serez prête, on peut commencer. Très bien. D'accord. Alors, pour commencer, nous voudrions savoir quand est-ce que les proverbes apparaissent et comment. C'est-à-dire, merci est-ce qu'ils se manifestent dans un premier temps à travers l'oral? Comment se consolident-ils jusqu'à ce qu'ils apparaissent à l'écrit, etc. Alors, c'est une question intéressante parce que, comme vous le savez, les proverbes sont une marque d'oralité, c'est-à-dire qu'ils vont apparaître surtout à l'oral. Et nous n'avons malheureusement pas beaucoup de traces de l'oral de textes anciens. Ce que nous faisons, par exemple, avec des textes du Moyen-Âge ou du français préclassique et classique, c'est observer les pièces de théâtre, par exemple, où il y a des marques d'oralité comme une représentation de l'oral à l'écrit. Cependant, il est vrai qu'il y a des manuscrits de proverbes, il y a des textes écrits où apparaissent ces proverbes. Je pensais bien sûr au livre des proverbes de Salomon qui est recueilli dans la Bible. On pense toujours à ce livre-là. Mais il est vrai que dans l'Égypte antique, il y a eu déjà en 2400 avant Jésus-Christ un livre de Maxime. C'est un papyrus qui a été découvert au 19e siècle par un explorateur français et c'est un vizir égyptien appelé Ptahhotep et on connaît ce papyrus comme le livre des Maximes de Ptahhotep qui date donc de 2400 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que les proverbes, ça date d'il y a très longtemps, mais c'est vrai que nous n'avons que quelques traces dans ces manuscrits, ces papyrus et c'est plus tard qu'on va vraiment les entendre à l'oral. Non, mais autrement, on a des manuscrits du XIIIe siècle, les proverbes au vilain, par exemple. Donc, c'est surtout à travers ces manuscrits que nous allons d'abord les voir. Bien sûr, le livre des proverbes de Salomon, puis nous allons les retrouver dans les pièces de théâtre, par exemple. D'accord. Et est-ce que vous savez quand sont-ils commencés à être analysés? Oui, alors il y a un intérêt pour le proverbe comme objet d'étude, on va dire, surtout à partir du 19e siècle. Bon, je dois signaler que les proverbes sont très employés au Moyen-Âge, ils sont très employés au XVIe siècle, surtout avec l'œuvre d'Erasme de Rotterdam. En 1500, il écrit une œuvre qui s'appelle les Adagia, qui sont des adages en latin, traduits en plusieurs langues. Et à ce moment-là, disons que c'est une époque de grand succès du proverbe, mais à partir du XVIIe siècle, il y a un déclin du proverbe, entre autres parce que les remarqueurs, qui sont des grammairiens, des personnes qui publient des livres avec des remarques sur la langue française, le plus connu étant Vaugelas et ses remarques sur la langue française de 1685, je crois, il faudrait vérifier la date. Il commence à critiquer le proverbe. Donc, je peux dire qu'au XVIIe siècle, on commence à réfléchir sur le proverbe comme objet d'étude, mais pour le critiquer, d'accord? Parce qu'on considère qu'il appartient au peuple, que ce n'est pas quelque chose de noble. On le qualifie même, ces remarqueurs le qualifient même de boue et d'ordure, d'accord? Donc, ils sont vraiment critiqués parce qu'on pense que le bon français, le bon usage du français ne devrait pas faire emploi de ces formules populaires. Mais ensuite, au XIXe siècle, il y a un regain d'intérêt pour le proverbe comme objet d'étude et il y a des chercheurs, des linguistes comme Leroux de Lincy, Guittard, Méry, qui vont réfléchir sur le proverbe. Ensuite, au XXe siècle, on continue cette réflexion d'un ordre, disons, plutôt folklorique, d'accord, comme un objet folklorique qui appartient au peuple, également au village. Puis, c'est à partir des années 80, surtout, qu'on va l'étudier d'un point de vue plus linguistique, plus sémantique.
D'accord, très intéressant. Et est-ce que les proverbes se manifestent encore aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que de nos jours, on continue à créer des proverbes? Alors, je pense qu'il y a un préjugé d'après lequel les jeunes comme vous n'emploient pas des proverbes, qu'ils sont en désuétude. C'est écrit dans plusieurs ouvrages aussi du début du XXe siècle qui annoncent un peu la mort du proverbe parce que nous changeons de type de société, on ne vit plus à la campagne, donc on n'utilise plus de proverbes. Mais à mon avis, il s'agit d'un préjugé parce qu'il y a différents types de proverbes, différents emplois de proverbes, et il est peut-être vrai que les proverbes, ce qu'on appelle en espagnol plutôt los refranes, plus que los proverbios, peut-être qu'ils se perdent parce qu'effectivement, la vie rurale est en train de se perdre. On ne sait pas si elle va revenir, la vie rurale, parce qu'on a tous envie de partir vivre dans des villages et à la campagne. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un changement de modèle de société et on a cette impression de perte du langage proverbial. Mais en réalité, si on analyse les conversations des jeunes, des hommes politiques, des journalistes, le discours dans les films, on retrouve beaucoup de proverbes, sauf que ils apparaissent de façon tellement naturelle parce qu'ils ne sont pas souvent annoncés par des formules du type comme le dit le proverbe, surtout en français. En espagnol un peu plus, on dit un peu plus como lo dice el refrán, como dice el refrán, mais en français beaucoup moins. On va utiliser comme le dit le proverbe pour dire comme le dit le proverbe chinois ou comme le dit le proverbe cubain. D'accord? Mais autrement, les proverbes apparaissent naturellement dans le discours. Et pour ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2006, donc ça fait déjà longtemps, j'avais remarqué que les jeunes, les hommes politiques, les journalistes employaient beaucoup de proverbes de façon très naturelle. Des choses comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, je pense qu'ils sont toujours là, mais qu'il y a un préjugé. Et je mets un petit exemple espagnol. Par exemple, dans les films et les séries de télévision, c'est surtout les personnes âgées qui vont dire des proverbes. Mais c'est un oral un peu artificiel parce qu'il y a tout d'abord un scénario écrit. Et par exemple, dans la série de télévision très connue espagnole, Cuéntame cómo pasó, c'est toujours la grand-mère qui va dire des proverbes. Donc, artificiellement, le scénariste va mettre les proverbes dans la bouche des personnes les plus âgées. Mais après, dans la vie réelle, je pense que vous-même, peut-être certains en emploient plus, d'autres moins, mais on en voit. On le voit dans le film qui date déjà un petit peu, du fabuleux destin d'Amélie Poulain, où à un moment donné, on demande à Kazovic s'il connaît des proverbes. Et bon, on lui dit la moitié tronquée d'un proverbe et lui, il doit continuer. Et il est assez jeune à l'époque. Et alors, est-ce qu'on pourrait dire que les proverbes dépendent du territoire, du statut social? Oui, alors ça dépend. C'est vrai qu'il y a des variations. On va dire que les proverbes sont semi-figés. Ils sont un petit peu figés parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de liberté dans la structure, mais c'est un semi-figement parce qu'il va y avoir des variations géographiques, par exemple. En espagnol, on a una golondrina no hace verano. Apparemment, dans d'autres régions, on peut dire una rosa no hace primavera. Donc, on voit déjà que l'idée est la même, mais la métaphore est un petit peu différente. Et puis après, il y a des registres de langage. De la même façon que dans la langue française, en général, il y a le registre soutenu, le registre familier, le registre populaire. On voit ça aussi dans les proverbes. Et on a des choses différentes, comme par exemple l'ennui naquit un jour de l'uniformité qui est très soutenue avec un passé simple. Peut-être que, je ne sais pas, on ne va pas retrouver ce proverbe dans le film La haine, où on voit le langage des banlieues, d'accord? Ça va être un proverbe de registre soutenu, mais on a ensuite des choses plus courantes comme pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ou en espagnol, tiran más dos tetas que dos carretas, on va dire que ça appartient à un langage plutôt familier, d'accord? Donc oui, ça dépend des registres de langage et des variations diatopiques, diastratiques. Donc oui, il y a différents emplois. D'accord. Et concrètement, quelle est l'importance accordée aux proverbes en France? Alors, ça dépend. Ça dépend.
C'est vrai que, comme je vous le disais, il y a un regain d'intérêt du point de vue linguistique depuis 1980-90 à peu près, avec les études qu'a commencé à faire surtout Jean-Claude Anscombre et Georges Kléber, qui se sont beaucoup intéressés aux proverbes d'un point de vue sémantique. Il y a un grand intérêt, je dis du côté des chercheurs, d'accord ? Donc, du côté des chercheurs, depuis une quarantaine d'années, on va dire qu'il y a un intérêt assez croissant. D'accord. Et est-ce que vous savez quels sont les proverbes les plus utilisés en français? Alors, en français, par exemple, l'exemple que je vous ai dit de l'ennui naquit un jour de l'uniformité, ben, celui-là, on ne va pas beaucoup l'employer justement parce qu'il appartient à un registre de langue soutenue. Mais des choses comme pas de nouvelles, bonne nouvelle est assez courant. On l'a aussi dans d'autres langues. C'est vrai qu'on utilise parfois des proverbes en anglais, en français. Je pense à no news, good news ou business is business, d'accord, qui est presque plus courant que les affaires sont les affaires. Là encore, il faudrait parler d'autres choses parce que ce sont plutôt, business is business, ce sont plutôt des tautologies, donc c'est une sous-classe à l'intérieur des énoncés sentencieux. Mais par exemple, une hirondelle ne fait pas le printemps, la vie ne fait pas le moine, sont assez courants. D'accord. Et justement, on voudrait vous demander si est-ce qu'il y a beaucoup de proverbes étrangers qui ont été adaptés au français? Alors justement, c'est un peu les exemples que je vous ai dit, alors qui ont été adaptés au français. Là, il faudrait les retracer diachroniquement, c'est-à-dire faire une étude historique des proverbes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de proverbes qui viennent de sources classiques et bibliques, et dans ce cas-là, on les retrouve dans la culture occidentale, dans toutes les langues. Je pense par exemple à œil pour œil, dent pour dent, ojo por ojo, diente por diente, d'accord? Comme la source est la même, on va les retrouver dans les langues occidentales. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres proverbes qui ne sont pas traduisibles. Je pense à l'espagnol, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar, qui est vraiment très espagnol, très hispanique. On ne le retrouve pas avec cette métaphore, par exemple, en français. On a une histoire d'une maison qui brûle. Quand la maison de ton voisin, tu verras brûler, bon, ben, il faut faire attention. Non, et je crois que ça vient d'Homère dans ce cas-là. Mais oui, je crois que j'ai perdu le fil de la question. En fait, je suis en train de me dévier un peu. Quelle était la question? S'il y a des proverbes étrangers qui ont été adaptés au D'accord. Donc, je pense que c'est… Oui, je pense qu'il y a une influence de l'anglais en ce moment, avec par exemple ces cas de business is business, no news, good news. Et à l'époque, il y a eu une influence du latin, d'accord, il y a longtemps, qu'on maintient encore, c'est-à-dire qu'il y a encore des adages latins qui sont employés en français en latin, d'accord, qui sont employés par la société française en latin. Je pense à excusatio non petita, accusatio manifesta, d'accord. Donc c'est vrai qu'on a encore des touches du latin en français et des touches de l'anglais. D'accord. Et pour finir, c'est la dernière question. Comment étudiez-vous les proverbes? D'accord. Alors, dans mon cas, c'est vrai que vous m'avez posé des questions un peu socio-historiques. Ce n'est pas vraiment ma spécialité, donc j'ai répondu un peu comme je peux. Dans mon cas, c'est moins attrayant peut-être, mais je les analyse surtout d'un point de vue syntaxique et sémantique. Et pour cela, je pense que l'analyse en contexte des proverbes est fondamentale. Et c'est quelque chose que l'on n'avait pas fait il y a environ 15-20 ans. On avait tendance à analyser le proverbe sans contexte, c'est-à-dire avoir simplement une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais c'est très difficile de comprendre une hirondelle ne fait pas le printemps si on ne le voit pas dans un contexte réel. Donc ce que j'essaye de faire, c'est d'enregistrer, ou maintenant nous avons des bases de données qui sont très pratiques comme Sketch Engine, Frantext, Corde et Crea de la Royal Academy espagnole, où nous avons des contextes littéraires, des contextes journalistiques, où si on tape simplement une hirondelle ne fait pas le printemps, nous allons le trouver en contexte et nous allons pouvoir comprendre quel est le rôle du proverbe dans le discours du locuteur. Pourquoi il a besoin d'utiliser un proverbe? En fait, il l'emploie comme un argument d'autorité parce que c'est une formule
qui est présenté comme étant vrai parce que son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-mère les ont déjà utilisés, parce que ça appartient à la sagesse des nations, d'accord, à notre communauté linguistique. Et donc, je pense que c'est en les étudiant en contexte qu'on peut comprendre comment fonctionne cet argument d'autorité. Comment, dans mon discours, tout d'un coup, je vais présenter une voix qui ne m'appartient pas, et donc tu dois l'accepter parce que c'est une voix qui appartient à ta communauté linguistique. Donc, je pense que l'intérêt est là, dans le contexte. Alors, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Sonia. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Non, je voulais juste vous remercier pour vos questions très pertinentes, d'accord, et qui m'ont permis de rafraîchir un petit peu tout ce que j'avais étudié à l'époque. Merci à vous encore une fois, Sonia Gómez Jordana, d'avoir participé à cet entretien sur le langage sentencieux et nous vous souhaitons une bonne journée. Très bien, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.